Cet après-midi, c'est un format de table ronde. Alors, logistiquement, il y a quelques soucis de chaises musicales, mais on va essayer de s'arranger. Je remercie beaucoup Nicole d'avoir bien voulu intervenir. Je sais qu'elle est très, très impressionnée. Donc, vous allez être gentil avec elle. Nicole Armoudon est une docteure en sciences de l'éducation. On a passé ensemble notre thèse il n'y a pas très, très longtemps. Et son sujet de thèse était les écoles chez les Bushinangé en Guyane. Et elle a bien voulu participer aujourd'hui en tant que membre de l'association que je préside, Repenser et gérer l'altérité pour refonder la démocratie et les solidarités, et nous faire partager sa réflexion éducative dans un contexte très très différent évidemment du nôtre, mais qui pose les vraies questions par rapport à l'intégration de l'éducation nationale dans un milieu culturel hétérogène. Nicole. Oui, je vais. Alors bonjour, merci. Les recherches menées en Guyane sur l'école mettent en avant l'inadaptation du système scolaire au regard de la situation géographique et sociolinguistique du territoire. Dans une société en pleine mutation, la question de la réussite des élèves est passée au rang de préoccupation sociétale et déclinée dans les derniers projets académiques. Donc, ma recherche menée porte sur la perception de la réussite des collégiens à Apatou. Donc, le cadre général de mon intervention se situe en Guyane, spécifiquement dans la commune d'Apatou, située à l'ouest, qui partage sa frontière fluviale avec le Suriname, qui est une ancienne colonie hollandaise. À l'époque de la colonisation, dès la moitié du XVIIe siècle, différents groupes de marronnage donneront naissance à 6 groupes, dont 4 viendront s'installer sur les rives françaises, et leur nom générique est les Bushinangé. Donc avant les années 70, ces populations considérées comme indigènes ou tribales, selon la terminologie de l'époque, étaient écartées du système politique, économique, social et éducatif. Elles étaient essentiellement régies par des règles coutumières. Donc, les premières écoles apparaissent en Guyane après l'abolition de l'esclavage et sont tenues par des religieux chrétiens. Cette politique s'appliquait d'abord aux populations créoles. Les populations amérindiennes et marrons, Bushinangé, n'étaient pas tenues d'envoyer leurs enfants à l'école avant les années 60. Donc, c'est avec la départementalisation et puis la régionalisation que l'école s'est imposée sur ces territoires. L'objectif était bien sûr d'assimiler les populations dites autochtones au modèle économique, social, culturel et occidental. Donc, ces populations qui sont issues du marronnage témoignent de la capacité de l'homme à échapper à la déshumanisation et remet en cause l'image de l'esclave docile, l'Africain à l'âme servile, et très peu d'ouvrages mentionnent ces révoltes et ces actes de résistance. Donc, la population Bushinangé aujourd'hui, elle est répartie en 4 groupes. À cette installation ancienne viennent s'ajouter des populations qui viennent du Suriname, aussi appelées Bushinangé, qui sont issues de la guerre civile du Suriname. Et ces populations se sentent très marginalisées par le pouvoir central. Donc, elles ont mis tout un système de reconnaissance identitaire en place pour exprimer leurs besoins d'existence. Et ça passe par une valorisation de leur image qui se représente dans l'espace social par des stèles, des stèles qui sont visibles dans certains lieux, dans des ronds-points, et qui permettent d'asseoir leur présence sur le territoire. Donc, après 50 ans de changements administratifs et statutaires, dans un contexte de revendication identitaire, ce sera intéressant de voir comment s'est déclinée la prise en compte de la diversité culturelle au niveau scolaire. Donc, au niveau linguistique, elle parle des créoles à base lexicale anglaise, le haluku, le djuka ou le pamaka, ou des créoles à base lexicale anglaise, partiellement partiellement aussi du portugais, le samaka. Et il faut comprendre que sur ces sites isolés, le site sur lequel j'ai fait ma recherche, qui est à Apatou, sur ce site isolé,
il était uniquement, jusqu'en 2000, il était essentiellement accessible que par le fleuve. Donc, au-delà de la distance qu'il y a avec le pouvoir central, il y a aussi cette distance géographique. Donc, au niveau de l'école, il y a une initiative de l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, de mettre en place des intervenants en langue maternelle, qui d'abord s'est mis en place à Apatou, ensuite s'est généralisé sur tout le territoire. Les bases théoriques se fondent sur les travaux d'Anna Celia Zantola sur l'introduction de la langue maternelle à l'école, qui montre que le bilinguisme permet que les enfants inscrits dans un programme d'enseignement bilingue ont un taux de réussite scolaire plus élevé que ceux qui suivent un enseignement monolingue. D'autres études en psycholinguistique appliquées à l'enseignement bilingue présentent aussi des résultats similaires. Donc, c'est un projet qui a d'abord, pour obtenir l'adhésion de l'inspecteur académique, il a fallu beaucoup de négociations, puisque la France est une indivisible et le même programme doit être appliqué partout. Donc, l'inspecteur académique a fini par approuver le fait que la présence des langues maternelles à l'école induit un mieux-être des élèves et permet une meilleure relation au français à travers la construction d'un bilinguisme équilibré. Donc, la mission des médiateurs était d'accueillir les enfants à l'école élémentaire dans leur langue maternelle et participer à différentes activités pédagogiques en utilisant cette langue pour faciliter l'apprentissage du français. Mais malheureusement, cette expérience ne se limitait qu'aux écoles élémentaires. Donc, au niveau des pratiques éducatives, il y a quelques tensions qui coexistent dans la relation avec l'école, puisque la famille reproduit et transmet un système de valeurs avec parfois une extrême sévérité qui peut aller du regard appuyé au châtiment corporel. L'extrême se traduit dans certains cas par un retour au coup, où les parents ou les aînés reconnus ont le droit de taper lors d'une transgression à la norme ou d'utiliser la menace de ce châtiment. Alors, aujourd'hui, ces parents, ils se sentent désinvestis de leur autorité suite à la valorisation des droits de l'enfant, sans indication et sans accompagnement des devoirs, ou avec la peur d'être considérés comme mauvais parents ou parents maltraitants. Autre caractéristique, au niveau aussi les malentendus aussi qui existent au niveau des familles et de l'école, sur l'organisation familiale, où l'organisation familiale repose sur le matriarcat, structuré sur la filiation maternelle, dans laquelle l'autorité parentale légale est exclusivement maternelle. Le père biologique n'a aucun droit sur l'enfant. Donc, dans la relation avec les enseignants, le fait de parler du père, il n'a pas sa place, et c'est souvent la figure paternelle de père et de repère est représentée par l'oncle, le frère de la mère. Alors, il y a d'autres malentendus qui existent entre l'école et sur les pratiques, notamment sur l'introduction de toutes les fêtes religieuses et toutes les autres fêtes à l'école, au niveau, par exemple, de Noël, où différentes activités on présente un Père Noël avec un traîneau glissant sur de la neige, alors qu'en Guyane, il fait 30 degrés, donc la neige, ça ne va pas être possible. Ou encore un Père Noël qui arrive avec un canot, pour une variante locale, par exemple. Au niveau des œufs de Pâques, fête des mères, ou par exemple les fêtes religieuses comme Pâques ou Toussaint dans un contexte animiste n'ont pas d'écho, ou d'autres fêtes comme fête des mères, fête des pères, dans un contexte où ce sont les aînés et les ancêtres qui sont mis à l'honneur et pas les parents directs. Par ailleurs, l'école, sur les tensions et les malentendus, c'est aussi au niveau des comportements ou au niveau de l'école, on valorise plutôt l'individualisme, alors que c'est une société où l'individu compte plutôt dans son groupe
Et travailler à l'école ou demander, par exemple, demander à son copain de l'aider, à l'école, c'est plutôt considéré comme de la tricherie, alors que pour ces enfants, c'est une forme de travail collectif. Au niveau aussi des pratiques familiales, les parents n'ont pas toujours la possibilité d'aider leurs enfants sur l'aide aux devoirs. Néanmoins, ils s'intéressent à la scolarité. Ils tentent de transmettre une vision positive de l'école, avec une scolarisation aussi bien des filles que des garçons, des efforts financiers considérables qui sont consentis pour assurer les frais de scolarité, une participation timide, mais une vraie présence aux différentes manifestations au niveau des écoles, et aussi une grande mobilisation aux journées de grève quand il y a une dénonciation, par exemple, des mauvaises conditions de scolarité. Donc, sur ma recherche portait sur la perception de la réussite par les collégiens de la communauté Bushinengue à Apatou. Et ce qu'il ressort de cette enquête, de cette recherche, c'est que il y a une vraie appropriation de l'école avec les codes de réussite. Ils placent, pour eux, l'école est un moyen l'école permettra d'avoir accès à un emploi et à un salaire. Mais il y a une différence entre, après, cette enquête est faite par questionnaire, mais après, par des entretiens semi-directifs. Et il y a une vraie différence entre les propos des filles et des garçons, qui pour les filles, l'école représente elles expriment l'ambition de poursuivre des études, alors que les garçons, ils vont plus exprimer l'ambition de fonder une famille. Ils sont plus préoccupés par la maîtrise du rôle masculin attendu par le groupe, à savoir avoir des enfants et fonder une famille. Et à la perception de la réussite vient se greffer des croyances magico-religieuses et la chance, où ils peuvent être freinés par la peur d'attirer la jalousie, la colère des divinités. Alors c'est un sujet qui reste tabou, mais il exerce une réelle pression sur ceux qui y croient. Et au niveau de l'enquête, j'ai pu déterminer différents groupes d'élèves face à la réussite. Donc, il y avait les déterminés, ceux qui ont une idée très forte, très précise de ce qu'ils veulent faire. Ils l'ont exprimé soit par un métier ou des études à poursuivre. Et ils montrent qu'ils se sont renseignés et ils définissent vraiment le choix d'un salaire, d'une reconnaissance ou du prestige social, avec une formation courte, une formation longue. Et puis, il y a une autre catégorie, toujours dans ces déterminés, qui veulent faire du business. Ils l'expriment comme ça. Ils veulent monter des activités qui rapportent. Ils misent sur la chance, sur leur talent, leur savoir-être, la débrouillardise, savoir parler, pouvoir se lancer. Il y a une autre catégorie d'élèves qui sont les frileux, qui, eux, ils sont plus dans la prudence et la méfiance aussi de quitter le cocon familial. À l'écoute des histoires rapportées, des diverses expériences ratées, c'est des jeunes revenus désabusés, sans diplôme, qui ont connu des ennuis judiciaires. Ils ne veulent pas partir. Et voilà. Et puis, la troisième catégorie qui est les indécis. Alors, eux, ils n'ont pas déterminé de choix. Ils sont perdus dans la nébuleuse des études, des différentes filières. Et puis, la peur aussi parce que comme c'est un site isolé, ils sont obligés d'aller sur la capitale. Donc, ça veut dire des frais aussi pour les parents, mais se retrouver aussi en famille d'accueil. Donc, il y a la peur de l'inconnu. Et ces jeunes, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils veulent faire. Donc, sur l'enquête, sur la recherche, elle montre que les jeunes sont ancrés dans leur environnement et se positionnent à la fois dans leur culture d'appartenance, mais aussi dans le monde occidental.
l'école a été un moyen qu'ils ont identifié pour avoir une place dans la société. Et il apparaît que l'image du Bushinagé isolé, replié sur lui-même, fermé au reste du monde, ne correspond pas à cette réalité sur le terrain. Et les résultats de cette recherche ont permis d'attirer l'attention sur les liens et les rapports de l'école et la perception de soi, et puis sur les relations entre le littoral, où sont prises les grandes décisions, et l'intérieur. Et ça devient un enjeu de cohésion sociale dans cette société qui est en pleine construction. Merci de votre attention.